orateurs suivants, Yves Panis, Bertrand Trilling et Adeline Germain pour la session maladie inflammatoire. Merci David. Merci, bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux. C'est un temps merveilleux, c'est pas comme ça toute l'année, mais enfin c'est quand même plutôt pas mal. Moi je dois vous répondre à une question qui est un peu difficile. Alors c'est pas comment, c'est quand. Et c'est un chron iléal terminal. Donc c'est des liens d'intérêt qui n'ont absolument aucun rapport avec ce dont je vais vous parler, parce que tous les médicaments qui ont été évoqués dans la présentation précédente, ça ne sera pas le sujet de ma proposition. Simplement vous dire qu'on vient d'assez loin. Moi j'ai grandi dans une ambiance médico-chirurgicale de prise en charge de la maladie de Crohn, avec des éminents mentors tels que le professeur Modigliani, qui aurait répondu à mon topo en une diapo, on n'opère jamais un Crohn. Alors les choses ont un petit peu bougé, puisque vous avez changé bien votre prise en charge, considérablement votre prise en charge, et nous aussi. Et j'ai repris ces données suédoises qui illustrent en fait la problématique aujourd'hui de la résection dans la maladie de Crohn telle qu'elle est devenue. Vous voyez que si on regarde la courbe bleue, qui est la courbe la plus ancienne des patients diagnostiqués au début des années 90 par rapport aux courbes qui sont les plus en bas, qui sont les plus récentes, on voit qu'on opère 2 fois moins ou 3 fois moins les patients atteints de maladie de Crohn aujourd'hui qu'auparavant. Mais on a toujours environ 20% de chirurgie à 10 ans dans la maladie de Crohn. Et la chirurgie qui nous intéresse, et c'est celle qui a été illustrée tout à l'heure dans les vidéos d'André, donc je rajoute que ma présentation est sans la moindre vidéo, vous allez être un petit peu déçus, mais la chirurgie qui nous intéresse, c'est la chirurgie de résection iléosécale, puisque vous voyez que dans la cohorte suédoise, 21 000 patients opérés, donc ça pèse un petit peu. 2 tiers de ces chirurgies étaient des résections iléosécales, et c'est de ça dont je vais parler là maintenant. Alors, c'est une vision un peu caricaturale de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, ça donne des poussées inflammatoires, c'est le trait noir. Et en fait, comme c'est une maladie transmurale, chaque fois que la poussée inflammatoire va rentrer dans l'ordre, même si elle revient à 0, elle va laisser une cicatrice et votre intestin va se déformer. Et c'est ce qu'on appelle la destruction de l'appareil intestinal, qui au bout du compte va aboutir aux complications de la maladie de Crohn, que sont la sténose et la fistule. Et là, c'est la catastrophe, puisque historiquement, dans ces formes compliquées, le malade était opéré. Et puis après, on peut discuter de la chirurgie, l'hermésientérectomie, le CONOS, etc. Là, tous les trucs qui vous excitent beaucoup en ce moment, mais qui ne semblent pas changer grand-chose. La maladie redémarre, et puis le malade refait sa complication, et on recoupe un morceau, et ainsi de suite, sauf s'il est bien traité médicalement par votre myciste préféré. Donc, première question qu'on peut voir ensemble, c'est que le patient qui a un Crohn iléal ou iléosécal, est-ce qu'on peut l'opérer tôt ? Alors, je n'ai pas demandé à Robert Modigliani, paix à son âme, ce qu'il en pensait, mais c'est vrai que c'est quand même contre-intuitif pour les gastroentérologues d'envisager une chirurgie précoce dans la maladie de Crohn. Et pourtant, il y en a qui le font. Et je vous ai mis des papiers hyper récents parce que ça, c'est un sujet d'actualité finalement qui est brûlant. On a des amis à Paris, quand on est à Bordeaux, et d'excellents amis parisiens qui travaillent dans des centres tels que Saint-Antoine et Beaujon. Ils ont regroupé leurs forces pour voir si quand on opérait un patient très précocement, dans les 6 premiers mois après le diagnostic, il avait par la suite une évolution plus péjorative que s'il était opéré plus tardivement en vert entre 6 mois et 2 ans, ou en bleu entre 2 et 5 ans. Alors, c'est du rétrospectif, c'est des objectifs, des critères d'évaluation un peu grossiers, la deuxième résection, le traitement, on peut discuter de ça pendant des heures, mais grosso modo, vous voyez que la courbe rouge, elle n'est pas pire que les 2 autres courbes. Et donc, c'est sans doute pas une perte de chance pour le patient que de l'opérer tôt, s'il a une bonne indication. Et puis, il y a cet essai lyrique, alors on peut en discuter pendant des plombes. L'essai lyrique, c'est du Crohn iléal terminal ou iléosécal. La maladie est courte, moins de 40 cm d'intestin grêle, et c'est un tour de force parce qu'on randomise les malades pour qu'ils soient opérés, ou alors qu'ils reçoivent un traitement médical par un anti-TNF qui était l'infliximab. Et le critère de jugement principal de cette étude, c'est la qualité de vie. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence quand on est un peu à distance du post-opératoire précoce où les malades opérés sont un peu plus secoués. Et puis, un des messages de l'IRIC, c'est finalement que la proportion de malades traités médicalement qui finissent par être opérés, 19% dans le bras, donc traitement médical, et 4% de malades traités en post-opératoire après la chirurgie, ça c'est sûr que c'est, je pense, le point faible de cet essai. Mais si on regarde à distance, vous voyez que les courbes que le malade a été randomisé dans le bras chirurgie ou dans le bras traitement médical, on n'a absolument aucune différence avec le temps qui passe dans cette cohorte de patients qui ont été suivis prospectivement dans des bons centres. Donc ça, c'est un message, c'est un essai randomisé assez incroyable qui a quand même vachement modifié les choses. Donc on s'est mis à se dire peut-être qu'on pourrait opérer les patients plutôt que les traiter médicalement. C'était il y a 7 ans. Et puis il y a eu un deuxième coup de tonnerre, qui est ce papier de la cohorte danoise, où là, c'est les données en population. Tous les patients qui ont un Crohn de diagnostic récent
depuis moins d'1 an, ils ont un traitement. Et en fait, on regarde, parce que tous ces patients, ils sont saisis dans la base en population danoise, et on regarde ce qu'ils deviennent. Et on compare les malades qui ont la résection idéocécale d'emblée, en tout cas la première année, par rapport aux patients qui ont eu le traitement anti-TNF. Vous voyez les effectifs qui sont importants. Alors, le critère d'évaluation, il est énorme. Hein. C'est un critère qui parle beaucoup aux patients. Ce n'est pas un critère d'essai randomisé, mais c'est une maladie qui se complique avec le temps. Elle se complique parce que le malade est hospitalisé, le malade doit avoir un traitement médical des corticoïdes, doit être opéré ou avoir des lésions anopérinéales. Et vous voyez que la courbe rose, elle reste toujours en dessous de la verte et de façon significative. Autrement dit, la chirurgie précoce dans le Crohn iléal ou iléocécal semble quand même être une option qui doit être discutée en vis-à-vis du traitement médical. Ça, c'est les données danoises. Et puis, dimanche dernier, il y avait les GIFOD, c'était le dernier jour des GIFOD. Je vous montre ça. La cohorte EPIMAD, qui est la cohorte des 4 départements où vous n'allez jamais en vacances. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime. Ils ont prospectivement collecté tous les cas de Crohn depuis 1990. Et si on compare, dans le Crohn pédiatrique, des malades diagnostiqués depuis moins d'1 an, selon qu'ils sont opérés ou traités médicalement par un anti-TNF, vous voyez que là encore, on voit un grand bénéfice du traitement chirurgical par rapport au traitement anti-TNF. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes malades et vous avez raison. Mais en fait, c'est quand même un message, là encore, très en faveur d'une chirurgie de résection précoce. Et de ce fait, le premier auteur de ces recommandations est en face de moi. Félicitations pour ça, parce que vous avez positionné dans les recommandations ECHO la chirurgie en traitement de première ligne, avec quand même un bon niveau d'évidence, à condition que la maladie ne soit pas trop étendue, 40 cm, exactement comme dans les RIC. Donc la chirurgie est en train de prendre du poil de la bête par rapport au traitement médical chez les patients en première ligne. Et puis, ce qui se passe après la chirurgie, nous, ça nous intéresse, vous un peu moins, parce que c'est nous qui les suivons. Donc merci de suivre les préconisations du professeur Dor et de faire des anastomoses isopéristaltiques, parce que quand on fait l'endoscopie, on peut cathétériser le néo-iléon terminal, tandis que si vous la faites en aniso, on n'arrive pas à rentrer. Et on va traiter la récidive post-opératoire, prévenir la maladie, et on constate finalement qu'il y a une proportion de patients, donc là c'est 50% à 5 ans dans la cohorte danoise, c'est peut-être 20% à 10 ans, ou 20% à 20 ans, qui n'auront pas besoin de traitement médical. Autrement dit, la chirurgie, entre guillemets, a guéri la maladie, et on suit ces malades, et il ne se passe rien. Le problème, en 2025, est qu'on ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'on déterminera ces patients-là dans l'avenir, mais aujourd'hui, on ne les connaît pas. Donc ça, c'est un très très bon message. Et puis, on a discuté, et c'était souvent là qu'on faisait appel à vous, de la chirurgie dans les formes compliquées de maladie de Crohn, mais ça, c'était avant quand on n'avait pas tous les traitements qu'on a aujourd'hui. Et donc, je vais passer vite parce que je pense que vous connaissez ces informations-là. C'est une cohorte prospective du JETED, ce n'est pas un essai randomisé, mais c'est les patients qui sont suivis prospectivement. Ils sont une centaine, ils ont un Crohn sténosant. On disait jadis que les anti-TNF étaient contre-indiqués en cas de sténose. Eh bien, on démontre dans cette cohorte créole du JETED que quand on donne un anti-TNF à un Crohn sténosant symptomatique, mais ça marche 2 fois sur 3. Et surtout, on sait chez qui? Chez les patients dont on a pu évaluer l'activité de la maladie en entéro-IRM préopératoire, et on sait qu'ils ont une sténose courte, une maladie très active en IRM, il y a un rehaussement en T1, et puis surtout qu'ils n'ont pas une distension de l'intestin grêle en amont, une rétrodilatation du grêle amont qui est importante, qui dépasserait le chiffre fatidique de 3 cm. Donc c'est la question qu'il faut que vous posiez à vos radiologues quand vous avez une entéro-IRM et que vous posez la question de la chirurgie ou du traitement médical dans un Crohn sténosant. Est-ce que la rétrodilatation dépasse les 3 cm? Je peux discuter de ça pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. Deuxième situation où on fait appel historiquement aux chirurgiens, c'est que le Crohn a perforé l'intestin, vous avez un abcès, une fistule, et donc là, historiquement, c'était la place de la chirurgie de résection, il y a un trou dans l'intestin. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un anti-TNF peut boucher un trou dans le tube digestif? Eh bien oui, puisque dans la cohorte prospective MICA, qui est encore une cohorte du JETED, vous voyez que quand on traite médicalement un Crohn perforant, compliqué d'un abcès, à la condition que l'abcès ait été traité médicalement, c'est-à-dire qu'il était drainé radiologiquement, mis sous antibiotiques, qu'il n'y ait pas de corticoïdes, on vérifie que tout va bien, l'examen clinique, la CRP, l'imagerie, à ce moment-là, on peut envisager un traitement médical qui marche, vous voyez, 3 fois sur 4. Et on n'est pas les seuls à le constater, puisque ça, c'est la cohorte espagnole du GTQ, la cohorte ENEDA, sur les formes fistulisantes internes. Et vous voyez que le traitement médical, et notamment quand c'est un traitement anti-TNF, permet, à partir, on va dire,
Si le malade n'est pas opéré au cours des 6 premiers mois qui suivent le début du traitement médical, sa maladie reste ensuite très très quiescente et on n'a pas de problème de perforation secondaire et de nécessité de chirurgie tardive. Donc c'est une très très bonne place pour le traitement médical à condition que la fistule ait été prise en charge en préopératoire. Alors je vais finir avec cette diapositive sur laquelle j'ai longtemps réfléchi. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine, mais on s'est mis à deux avec Léon. Et donc, il y a très longtemps, quand tu n'avais pas ton pull jaune, le B1, le Crohn inflammatoire, c'était un traitement médical. Et le B2, B3, c'est-à-dire le Crohn compliqué de sténose ou de fistule, c'était un traitement chirurgical. Et ce que je viens de vous dire, c'est que maintenant, c'est hyper difficile. C'est beau, hein? C'est vraiment une prouesse technologique. Et donc, aujourd'hui, on peut proposer la chirurgie à un B1, mais on peut aussi traiter médicalement un B2 ou un B3. Et donc demain, c'est à 9h la discussion sur la décision médicale partagée avec Florian Poulneau et les collègues. Et donc là, je pense que c'est vraiment ces moments-là où il faut avoir à la fois des discussions en staff et puis partager nos hésitations avec le patient pour prendre avec lui ce qui sera la meilleure décision, sachant que ce n'est pas fromage ou dessert, puisque la chirurgie n'évitera pas le traitement médical et le traitement médical ne peut pas toujours éviter la chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Juste en attendant la question, toi, là, au staff, tu as un patient de 30 ans, on ne sait pas si, on va poser la question, il fume ou il ne fume pas, atteinte longue ou atteinte courte, lequel va avoir la chirurgie avant le traitement médical, en première intention? Alors, on a des Crohn, il est au segmentaire au diagnostic, ou dans l'année qui suit le diagnostic. Ils me sont adressés pour savoir s'ils ont besoin d'un traitement TTNF ou pas. J'évoque l'option chirurgicale. Je l'évoque avec eux. Et je leur dis, moi je ne suis pas chirurgien, mais dans cette situation, on peut aujourd'hui discuter la chirurgie. Je t'avouerai que il y a les malades qui sont quand même souvent plutôt demandeurs d'un traitement médical, mais en parler, je pense que ce que ne faisaient pas les gastroentérologues il y a encore quelques années, en parler tôt, bon, c'est déjà le malade, il a l'information, et puis c'est un bon traitement. Mais à condition que ce soit fait dans des conditions idéales, un malade qui est dans un grand centre, préparé, etc. Mortalité zéro, enfin c'est les papiers du jeté chirurgical, morbidité qui est faible, c'est une chirurgie fantastique. On n'a plus les mutilés de l'abdomen qu'on avait il y a 25 ans, quoi. Moi, j'ai une question là. C'est pour la alors, dernière diapo, t'as compris ou pas? Oui, je me suis demandé. À chaque fois que tu la mets, j'ai envie de pleurer. On se rend compte quand même qu'à résection égale, les malades n'ont pas forcément le résultat fonctionnel digestif après la chirurgie. Et que c'est parfois difficile de savoir, de prédire un peu les choses. Est-ce que toi, tu as des astuces, des données de la littérature ou quelque chose qui peut peut-être nous aider un peu? Parce que c'est vrai que c'est quand même parfois un premier problème. message, c'est ne jamais opérer un malade qui n'a pas de symptômes. Parce qu'on ne pourra pas garantir qu'en post-opératoire, il n'en ait pas. Parce que parfois, on discute. Le malade a une sténose anatomique, il n'a pas de symptômes. Est-ce qu'il faut l'opérer ou pas? Donc là, no touch. Et ensuite, oui, c'est la longueur de la résection, ça c'est sûr, qui pèse énormément. Il y a un papier récent, là, une étude récente qui vient de Saint-Antoine sur les formes fistulisantes. C'est difficile à prédire quand même. Hein. Il y a des malades, tu vas enlever 20 cm, ils vont avoir la diarrhée aux salles biliaires et être carencés en vitamine B12. On a quand même l'impression que plus la résection est courte, je dirais moins de 40, on ne prend pas beaucoup de risques fonctionnels. En première résection. Dans le papier de Saint-Antoine, c'est moins de 4% quand tu n'as pas d'inflammation au moment de l'opération et que c'est moins de 20 cm. Donc cela, c'est peut-être vraiment les très bons cas, pour reprendre ce que disait Yves, pour lesquels il faut peut-être parler de la chirurgie d'emblée, parce qu'ils ont quand même une chance sur deux d'être tranquilles 5 ans après sans aucun traitement. Oui, même peut-être plus longtemps encore. J'ai une dernière question. Vous avez fait une remarque sur l'essai lyrique par rapport au traitement par biothérapie après la chirurgie de résection. Et vous faisiez une remarque qui voilà, un des points faibles de l'étude. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans votre pratique, comme critère pour justifier un traitement adjuvant? Alors, la question à laquelle moi je peux y répondre, mais si on pose la même question à un gastroentérologue dans un autre centre, il va répondre différemment. Moi, je ne suis pas tellement traitement post-opératoire d'emblée, parce qu'il y a deux stratégies. Soit on traite le malade d'emblée, soit on fait la colo à 6 mois, avec l'anastomose, on voit, et là encore, on n'est pas tous d'accord sur à partir de quand est-ce qu'il faut traiter. On a d'ailleurs un essai en cours, qui est un essai d'initiative bordelaise, et dont vous vous souviendrez du nom, puisqu'il s'appelle l'essai Pomerol. Et donc, je dirais que l'indication à traiter d'emblée, c'est un malade qui fume et qui ne peut pas s'arrêter de fumer, mais quand même, la chirurgie est souvent une étape importante dans son parcours, et ça l'encourage à s'arrêter de fumer. La deuxième résection,
Les formes fistulisantes par rapport aux formes sténosantes, je pense que c'est de la couille. Ça ne change absolument rien. Donc, ce n'est pas ça qui va emporter la décision. Et puis, si la résection est étendue, ce n'est pas tellement que ces malades sont plus à risque de récidiver, mais que s'ils récidivent, ça va être embêtant parce qu'on va se rapprocher du grêle court. Mais c'est plutôt parce que le gastro-entérologue a la trouille, pas parce que la maladie risque de récidiver plus. Merci. Merci David. Alors, Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis très heureuse vraiment d'être là et puis de partager la discussion avec Michel, parce que je suis sûre qu'il va être d'accord avec moi, donc aucun doute. Alors, en fait, le but pour nous, c'est vraiment de traiter les patients et en fait d'éviter la proctectomie. Et en fait, le but pour nous, c'est d'avoir la rémission clinico-radiologique profonde, c'est notre target. Ceci étant dit, quand on regarde cette nouvelle classification qui est devenue un peu vraiment quasi la Bible pour avoir une stratégie thérapeutique qui est basée sur la classification de la fistule, le point de vue du chirurgien, du proctologue et puis les attentes du patient. Donc on voit qu'une grande partie des patients, on va pouvoir quand même les traiter et d'autres patients, on va pouvoir quand même simplement les traiter symptomatiquement, voire leur proposer des proctectomies. Donc avec une meilleure combinaison médico-chirurgicale, on atteint quand même un taux de rémission clinique de 60%. Ceci étant dit, la rémission radiologique reste quand même faible. Moins d'un patient sur 3 est en rémission radiologique profonde. Alors, pour nous, la proctectomie est vraiment une situation d'échec. C'est une situation qu'on souhaite éviter puisque c'est des patients qui sont symptomatiques malgré une stomie de dérivation, qui ont un délabrement périnéal important et pour lesquels il va falloir quand même améliorer la qualité de vie. Donc, pour nous, c'est une situation d'échec. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de place de l'anastomose iléoanale en cas de maladie de Crohn, même si elle est colique exclusive, parce qu'il y a de fortes chances d'avoir de fistules, de maladies anopérinéales par la suite qu'il va falloir quand même gérer. Heureusement, donc en fait, on vit l'ère des biothérapies et en fait, on le voit, c'est-à-dire qu'après les biothérapies, on voit qu'il y a une baisse significative du taux de proctectomie, donc préservation rectale, ce qui est pour vous bien pour le cancer du rectum, pour nous aussi en termes pour la préservation rectale pour les lésions anopérinéales. Donc on passe de 60% à 19% de taux de stomie définitive. Et donc dans cette étude, donc on voit que quand même qu'une combinaison de traitements médico-chirurgical permet d'atteindre la rémission clinique dans 60% des cas, mais on a quand même des taux de proctectomie qui atteignent 19% des patients. Et dans cette étude de Rennes, avec un suivi médian de 250 semaines, malgré un taux de rémission clinique qui est quand même pas négligeable, de 67%, on a un taux de proctectomie de 11%. Et donc, nous avons regardé ce qu'on faisait à Saint-Antoine. Donc, en fait, dans la série de Saint-Antoine qui a été mise en place depuis janvier 2017, donc sur 832 Crohn avec LAP, on avait 29 proctectomies, 3,1%, ce qui revient en termes d'incidence à 8,4 stomies définitives pour 1000 personnes années sur la population Crohn avec LAP. Donc, on voit que le taux de proctectomie diminue de plus en plus et malgré tout, les LAP restent quand même un facteur de risque majeur et on a davantage d'iléostomie par rapport aux colostomies. Et je vais vous expliquer par la suite la raison de ce choix. Alors évidemment, donc, ceci est expliqué par un traitement plus précoce. Donc cette courbe que vous avez déjà vue 1000 fois donc, dans la présentation précédente, l'index de destruction de l'émail qui est applicable pour les LAP. Et en effet, on a une fenêtre de tir. Avant l'installation de dégâts irréversibles. Et donc, en fait, qui pose le problème du traitement le plus précoce possible. Et donc, on n'a pas de valeur cut-off. Et dans cette étude, en fait, la valeur cut-off qui a été mise, c'est vraiment 3 mois. Et j'admets que, en fait, parfois, c'est une question de jours, voire de semaines. Et donc, au-delà de 2 ans, dans cette étude, c'est un traitement qui est devenu tardif avec une répercussion en termes de complications chirurgicales, en termes d'hospitalisation et d'impact sur le patient. Alors on y arrive parce qu'on traite plus précocement, mais on y arrive parce qu'on a une plus large gamme de biologiques. Ceci étant dit, quand on regarde les recommandations écho, le seul voyant vert, c'est l'infliximab. Donc c'est le seul traitement qui reste recommandé en première ligne. Évidemment, l'adalimumab et l'upadacitinib peuvent être recommandés, mais avec un niveau de preuve plus bas pour l'upadacitinib.
En revanche, le vedolizumab, l'ustekinumab et le risankizumab ont un niveau d'évidence qui est faible en vraie vie. C'est vrai qu'après échec de l'infliximab, on a tendance à mettre de l'ustekinumab, malgré une réponse qui est quand même mitigée. Mais en termes de persistance de traitement, c'est le traitement qui semble le plus efficace actuellement dans notre panel thérapeutique, en attendant les résultats d'autres molécules. Alors, on reste sur une attitude qui est très proactive, contrôle serré avec des taux résiduels élevés de médicaments, on y croit. En combothérapie avec un immunosuppresseur. Et donc, je vous rappelle qu'en fait, en termes de taux résiduels, on cible des taux résiduels très élevés, plus élevés, 3 fois plus que la maladie, la rectocolite, et 1,5 fois par rapport à la maladie de Crohn luminale. Et donc, pour atteindre des taux résiduels élevés dans cette étude, on est vraiment sur des stratégies thérapeutiques très agressives avec de l'ordre du 7,5 ou du 10 mg par kilo toutes les 4 semaines. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une attitude top-down et on désescalade par la suite. Et pourquoi pas, en fait, encore faire mieux, c'est-à-dire de combiner des traitements biologiques, puisqu'on combine déjà un traitement biologique avec un immunosuppresseur, on met de la combothérapie. Et en fait, la combinaison de biothérapie permettrait d'avoir une synergie pharmacodynamique et pharmacocinétique. Donc, on va cibler de multiples voies de l'inflammation. Donc, on a toujours les anti-TNF, et combiné avec un autre biologique, ce qu'on a fait dans notre étude Cambiolab, qu'on a présenté au JIFOD et à ECHO. Donc 33 patients qui étaient traités par une combinaison de biothérapie en situation d'échec de 3 lignes de biothérapie et qui étaient en échec également d'une précédente technique d'obturation. Et la combinaison qui a été la plus utilisée, c'est plutôt de l'infliximab avec de l'ustekinumab, contrairement à la maladie luminale où on combine davantage du Lustec avec du Vedo ou d'autres biothérapies. Et un patient sur 4 avait quand même un immunosuppresseur associé. Donc on a pu récupérer sur des critères assez stringents un patient sur 2, donc un taux de rémission clinique qui est quand même non négligeable. Mais en fait, la grande majorité des patients en ont tiré bénéfice on voyait qu'il y avait une réponse partielle chez 45% des patients supplémentaires, avec un profil d'innocuité qui était quand même très intéressant. Donc, en fait, dès lors qu'on diagnostique un patient avec une maladie de Crohn anopérinéale, en fait, on a des facteurs prédictifs d'emblée de proctectomie. C'est-à-dire que c'est le patient jeune qui a plus de 3 fistules d'emblée, la patiente qui vient déjà avec une fistule recto-vaginale, avec une sténose et une rectite sévère. Et en fait, les indications qu'on retient actuellement, c'est vraiment la rectite réfractaire, la sténose anorectale avec la fistule anale qui évolue de longue date, qui est réfractaire au traitement médico-chirurgical, évidemment le cas de cancer, et en fait en cas de complication, une dysfonction d'une anastomose ilio-anale. Je vous rappelle le surrisque de cancer de l'anus en fait en cas de LAP. Alors, par rapport à la population générale, si on prend population générale et puis patient avec LAP, on a 60% de plus de risque de développer de cancer sur LAP par rapport à la population générale. Et si on prend les patients avec une maladie de Crohn sans LAP, on a un hazard ratio de 15 dans cette étude danoise, cette cohorte danoise. Et puis en fait, le diagnostic de cancer par rapport à la fistule en soi, il n'est pas très prolongé, puisqu'en fait, le diagnostic dans cette étude était de 7 ans en moyenne. Donc en fait, en vérité, il va falloir quand même faire très attention chez ces patients, parfois qui ont des symptômes qui évoluent de longue date, et le diagnostic de Crohn a été posé récemment. Et donc en fait, on n'a pas de stratégie thérapeutique pour diagnostiquer ces patients et pour proposer un dépistage précoce et pour pouvoir en fait leur proposer un traitement précoce pour éviter les pronostics péjoratifs chez ces patients. Et donc je vous montre la photo d'un patient qu'on a admis dans le service il y a une semaine avec une maladie qui évolue de longue date avec un colloïde muqueux. Et donc en fait, dans cette étude que j'ai trouvée intéressante, en fait, ils ont pu identifier, en reprenant les 9 patients qu'ils ont diagnostiqués, une sorte d'imagerie qui pourrait évoquer en fait l'évolution vers le cancer. C'est le budding en hypersignal T2 et qui permettrait en fait peut-être de diagnostiquer de manière un peu précoce ces patients et de leur proposer une stratégie de suivi et un traitement plus adapté. Donc, avant de proposer une proctectomie, ce que nous disent les recommandations ECHO, Michel, donc il faut proposer une stomie de dérivation avant de suggérer une proctectomie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet parfois de cicatriser les lésions et peut-être de rétablir la continuité, mais en fait, elle améliore de manière significative la qualité de vie des patients. Ceci étant dit, en fait, le taux de rétablissement est quand même très faible, puisqu'en fait, on a un taux de rétablissement de moins d'un patient sur 5.
Donc, ce qui se confirme également dans cette revue systématique de la littérature. Donc en fait, on arrive au stade où en fait, on dit qu'on est en bout de course, mais en fait, la proctectomie, pour autant, ne guérit pas le patient. Donc on voit qu'on est dans la classification, on n'est pas au bout, parce qu'après la proctectomie, on a quand même la classe 4, donc les patients qui ne vont pas cicatriser leur sinus, qui vont avoir des lésions suppuratives par la suite. Et donc pour le patient, l'histoire n'est pas finie. Il va falloir quand même l'accompagner sur le plan psychologique et leur proposer un traitement médico-chirurgical dont va nous parler par la suite, j'imagine, Michel. Donc, il y a des complications qui sont liées à la stomie, je ne vais pas m'attarder, vous connaissez plus que moi. Et en fait, il y a des retards de cicatrisation. Un patient sur 2 a un retard de cicatrisation après proctectomie. Un patient sur 4 ne cicatrisera jamais après ce geste chirurgical. Et donc, je vous rappelle également qu'il y a un risque de récidive de la maladie. Donc, dans cette étude, avec un suivi médian de 10 ans, un patient quasi sur 2 récidive sa maladie cliniquement et un tiers des patients vont de nouveau repasser pour un geste chirurgical. Et donc, les facteurs associés à la récidive clinique, c'est toujours les LAP qui reviennent toujours comme facteur pronostic majeur. Et cette étude est intéressante parce qu'on voit pourquoi, en fait, parfois, il ne faut pas conserver le côlon. Dans cette étude belge, je pense, ils ont fait juste une résection, une proctectomie pour une maladie distale avec une atteinte anopérinéale. Et en fait, ils ont surveillé ces patients. Donc, dans les 10 mois qui suivent, 90% de patients avaient une récidive endoscopique. Et en fait, un patient sur 2 a nécessité une colectomie complémentaire. Donc, de là à se poser la question s'il ne faut pas leur proposer d'emblée une iléostomie définitive. Donc une récidive de la maladie, que ce soit anopérinéale, péristomiale, iléale, donc, qui atteint 40% à 10 ans. Donc une nouvelle chirurgie de quasi un patient sur 5 à 10 ans. Et en fait, les facteurs de risque quand même qu'on connaît, c'est l'histoire précédente d'atteinte iléale, le traitement biologique pour tous les patients, je pense. L'âge jeune au diagnostic, le tabagisme actif et l'antécédent de l'AP qui revient toujours. Et donc on pourrait se poser la question si on ne pourrait pas en fait proposer une stratégie thérapeutique qui est à peu près un peu la même que l'histoire naturelle de la maladie après résection iléocécale. Le taux de récidive endoscopique est important, le taux de récidive clinique est important, et en fait le taux de récidive après chirurgie est également important. Et donc, est-ce qu'il faut mettre un traitement biologique qui permettrait de diminuer ce taux de récidive? Et donc, pour l'instant, on n'a pas de stratégie thérapeutique. On propose une proctectomie, mais après, pour le patient, c'est très dur parce qu'on lui dit que la maladie n'est pas finie. Et donc, on pourrait peut-être stratifier le patient selon le niveau de risque. Risque faible, modéré, on le suit de manière assez rapprochée, clinique, radiologique et endoscopique. Et pour les patients qui ont un risque élevé, les facteurs de risque que j'ai déjà énumérés, est-ce qu'il faut leur proposer un traitement médical d'emblée? C'est une question qui mérite d'être posée et pour lesquelles on devrait travailler. Donc je finis sur nos journées de coloproctologie et je cède la parole à Michel. Je vous remercie. Donc le point de vue du chirurgien dans cette situation-là, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a une série de papiers de l'ECHO qui parlent de ça, et j'attire votre attention aussi sur les papiers du bas, qui sont la prise en charge complète avec les aspects nutritionnels et les aspects périopératoires qui sont très importants chez ces patients qui souvent arrivent dans un état d'épuisement, qu'il soit psychologique ou évidemment corporel également. Le contexte, on a entendu, c'est à peu près un tiers de patients qui ont une pathologie périanale ou périnéale. Ce sont ces patients qui sont à risque et ces patients-là sont aussi fréquemment des personnes jeunes et l'impact de la maladie sur leur qualité de vie mais aussi sur leur implication dans la société est majeur avec un patient sur 4 qui est chroniquement malade. Lorsqu'on parle de ces patients, c'est très important d'avoir une alliance thérapeutique. Cette alliance thérapeutique, elle nécessite un accord au niveau des buts, au niveau de ce que le patient souhaite avoir. Elle nécessite également le recours à des nutritionnistes, parfois des psychologues, parfois des stomathérapeutes. Nous avons vu aussi sur un papier d'Antonino Spinelli que le degré d'anxiété du patient avant une intervention chirurgicale est associé d'une manière indépendante à la survenue de complications, une raison de plus pour prendre en charge ces patients d'une manière globale. Et on l'a vu dans une étude avec la Fédération européenne des patients atteints de maladies inflammatoires. Pour la plupart des gastro-entérologues,
la chirurgie est un échec. On a entendu aujourd'hui des gastroentérologues progressifs qui voient ça d'une manière différente, mais dans beaucoup de papiers gastroentérologiques, le recours à la chirurgie est une failure. Et si vous apprenez au patient, vous transmettez ces valeurs, eh bien lui aussi voit ça comme étant un échec. C'est associé avec une baisse de qualité de vie, c'est associé également à une peur accrue de la stomie, ce qui est important quand on parle de la proctectomie, et c'est quelque chose qu'on peut aborder différemment. Les staffs, la décision commune, ce sera le thème de demain, nous permettre de changer ce mindset pour avoir une meilleure prise en charge. On a vu ça, ce sont les recommandations médicales qui viennent d'être publiées il y a quelques mois. Il y a 2 points qui sont importants peut-être, c'est l'apport nutritionnel avec le rôle de la nutrition exclusive entérale qui peut permettre de calmer la maladie. Elle est difficile à accepter parce que c'est exclusif, donc il n'y a pas de frites, il n'y a pas de Haribo, il n'y a pas de fondue. C'est vraiment uniquement cette nourriture qui est vraiment pas bonne pour l'avoir essayé. Et l'autre point qui est important, c'est la recommandation de travailler en réseau avec les patients multiprofessionnels au-delà de l'interdisciplinaire, donc également toutes les professions qui nous aident au quotidien. En termes psychologiques, on a entendu, l'optimisation est très importante, un soutien psychologique devient aussi recommandé, la place des anti-TNF-alpha, l'infliximab en premier lieu, l'adalimumab également, la chirurgie minimalement invasive et évidemment, très important, le suivi endoscopique, parce qu'on l'a entendu et on va encore le réentendre, la récidive est la règle, qu'elle soit luminale ou en termes de fistule. Et c'est très important de suivre ces patients. Et là, vous avez le choix de les traiter d'emblée ou de les traiter, comme on a entendu par David, après 6 mois. Mais c'est très important de suivre ces patients par une endoscopie. En termes de maladie périnéale, très important, il faut d'abord contrôler le sepsis. C'est en général un drainage auquel on peut adjoindre la mise en place d'un céton. C'est ce que nous recommandons. L'aspect suivant est essentiel pour avoir un succès dans la prise en charge de votre maladie périnéale. Il faut avoir un contrôle de la proctite qui soit adéquat. Et ce contrôle, il nécessite souvent une intensification du traitement. On a entendu aussi les niveaux de TNF-alpha que vous avez à atteindre pour avoir une efficacité. Donc, ce n'est pas le schéma standard, c'est un schéma plus intense. Et si vous faites ça, vous avez une option d'éviter complètement la proctectomie. En termes de technique chirurgicale, le lift ou le flap, dans des cas sélectifs, peut-être aussi une fistulotomie, les cellules souches. Alors, on a une expérience personnelle d'une 40aine de patients avec des cellules souches autologues. Ça semble marcher. On n'en est pas encore au niveau de preuve très élevé. L'Alofisel, on a entendu, il a été retiré du marché après l'essai Admire 3 qui est sorti récemment. Et les autres techniques sont avec peu d'évidence, voire non recommandées. Les principes de base, nous les connaissons. Incision, drainage, traitement médicamenteux, et ensuite vient la discussion avec le patient pour savoir quels sont les objectifs, et c'est l'apport de cette nouvelle classification où on ne regarde pas uniquement à la pathologie, mais également les choix et les directions vers lesquelles le patient veut aller avec la proctectomie comme ultima ratio. Donc ça, c'est le point probablement un des points les plus importants. Il faut discuter avec nos patients, les accompagner, comprendre pourquoi ils ont un choix, pourquoi par exemple ils refusent une stomie, qu'est-ce qui les gêne là-dedans, les guider pour évoluer ensuite vers des attentes communes, utiliser également les médias sociaux, utiliser également leurs sources d'informations pour arriver à faire une véritable alliance thérapeutique, leur donner du temps et ensuite on peut arriver à une solution qui est personnalisée et qui nous permet d'avoir des patients satisfaits c'est notre but, c'est une maladie bénigne au fond. Lorsque ça ne marche pas, il faut répéter la résonance, il faut considérer alors la mise en place d'une stomie, iléostomie ou colostomie, et si ça ne va pas, la proctectomie, le sujet. Les facteurs de risque qui prédisent un échec du traitement thérapeutique qui va nous amener vers une proctectomie, on les a entendus, c'est des fistules complexes, répétées, une obstruction distale, une sténose, souvent sur des inflammations répétées, et le nombre de fistules, ça prédit le recours à la proctectomie. Cette proctectomie, eh bien, c'est la fin de l'échelle, si vous voulez. On monte dans sa carrière, on descend dans sa carrière de Crohn vers la proctectomie. C'est quelque chose qui mérite d'être abordé aussi relativement tôt pour que l'acceptation de cette proctectomie soit là. Et on suit donc l'intensification du traitement médical et chirurgical
une iléostomie ou une colostomie de décharge. Et si ça ne va toujours pas, comme Nadia nous l'a montré, alors à ce moment-là, on peut aller vers la proctectomie qui affecte toujours encore 10 à 20% des patients. Les prédicteurs, nous les avons entendus, le risque de cancer qui est aussi relevant. Et dans ce contexte-là, on peut avoir un apport pour la qualité de vie. Les stomies, on a le choix, une iléostomie ou une colostomie. Elles se font aujourd'hui en technique minimalement invasive. Dans de rares cas, on peut ensuite, après une intensification du traitement, envisager une fermeture de cette stomie. Nous l'avons entendu par Nadia, si nous fermons cette stomie, la plupart du temps la maladie récidive. L'avantage néanmoins de cette stratégie, c'est de permettre aux patients d'apprivoiser la stomie. Il a une expérience personnelle et ça lui permet souvent de mûrir dans la décision d'avoir une stomie terminale, qu'il soit une iléostomie si on associe une colectomie, notamment dans le cas des dysplasies, ou bien une colostomie selon les situations. Le bénéfice de cette stomie sans proctectomie est souvent un contrôle des symptômes, mais pas toujours. Parce que fréquemment, il reste une influence radicale, une influence du Crohn au niveau du périnée, avec des fistules qui ne se ferment pas forcément, une qualité de vie qui est toujours pas bonne, où la stomie est vraiment une bridge vers la décision du patient pour une proctectomie. Et c'est ce qu'on fait en particulier lorsque certains facteurs de risque, nous l'avons entendu, le délai entre les dysplasies et le cancer peut être relativement court parce qu'il n'y a pas la progression adénome-carcinome. Ce temps d'évolution est aussi plus court que dans une maladie iléale ou colique, donc c'est quelque chose qu'il faut conserver en tête. Et lorsque nous sommes en présence d'une dysplasie, alors on a peu de mois pour procéder à une proctectomie si on veut mettre toutes les chances de notre côté et arriver à idéalement opérer le patient avant qu'il soit carcinomateux ou alors l'opérer avant qu'il fasse des métastases. Ça, c'est le risque de cancer et la recommandation que nous avons de considérer alors une proctocolectomie lorsque nous avons une dysplasie à haut grade ou bien un cancer au niveau anorectal. Dans les techniques chirurgicales, on peut considérer une proctectomie, une proctocolectomie et au niveau des techniques, on va directement passer aux 3 options. L'amputation abdominopérintéale, le Hartmann bas ou la proctectomie intersphérique. Lorsque vous faites une amputation classique, comme on le connaît pour le cancer, il nous reste évidemment la conséquence au niveau périnéal. Là, c'est très important d'avoir une préparation adéquate. On a entendu le contrôle du sepsis que vous pouvez avoir afin d'éviter des grandes cavités qui sont très difficiles à fermer, une situation presque analogue aux situations après radiothérapie pour le cancer rectal. C'est une opération essentiellement abdominale. On peut également faire ce qu'on appelle un Hartmann bas, qui consiste alors à agrafer le plus bas possible. On considère alors une maladie résiduelle qui peut rester parce qu'on conserve la muqueuse anorectale ou en tout cas anale avec tous les problèmes qu'on peut avoir en termes de fistules. C'est des patients qui sont mal contrôlés. Le fait de laisser de la muqueuse résiduelle va également les exposer à avoir eux aussi une persistance de la maladie à ce moment-là. Ce que nous recommandons plus, c'est la proctectomie intersphinctérique, qui permet de minimiser d'une part le défaut, donc le trou que vous avez à fermer, et d'autre part d'avoir une apposition du plancher pelvien. Elle permet également de minimiser les risques, si vous faites une closed rectum, qui est quelque chose de controversé, de minimiser les risques sur la fonction au niveau des nerfs. Lorsque vous avez réalisé votre proctectomie, alors la difficulté que vous avez parfois, c'est la fermeture de la peau, de nouveau l'analogie par rapport au cancer. Nous savons que un quart jusqu'à 40% des patients ont ces difficultés. Il y a toute une série de techniques où nos amis plasticiens peuvent également nous aider. Mais la première chose à faire avant de traiter ces complications, c'est réfléchir à comment pouvons-nous minimiser ces complications. La première chose, qui est une évidence mais qui mérite d'être rappelée, il faut contrôler ce sepsis.
et ne pas envisager une proctectomie, même si globalement elle est indiquée lorsque votre sepsis local n'est pas contrôlé. Il faut optimaliser également l'état physique et l'état nutritionnel. Ça, c'est un exemple d'un patient chez lequel ce serait une mauvaise idée de procéder d'emblée à une proctectomie parce qu'on va aller au désastre. On peut traiter le sepsis local, augmenter ou adapter le traitement médicamenteux et ensuite procéder à une proctectomie parce que ce sont des patients qui vont devoir avoir cette sanction mutilante. La même chose lorsque nous avons des trajets fistuleux étendus chez ce malade jusqu'au niveau de la cuisse droite. Là aussi, il faut contrôler le sepsis d'abord, ne pas procéder à une proctectomie d'emblée et ensuite, on peut alors avoir un terrain qui est beaucoup plus calme où à ce moment-là, vous pouvez procéder à une proctectomie sans avoir un problème mutilant. Ces problèmes mutilants sont ces plaies qui sont parfois très longues à être guéries, pour lesquelles vous avez besoin d'un lambeau, pour lesquelles vous avez besoin d'un flap du gracilis, afin d'arriver à fermer votre orifice de proctectomie. Dans ce contexte-là, la dissection intersphinctérique peut être une bonne option. Rajouter de l'omentum peut permettre également de séparer les compartiments et d'avoir du tissu de bonne qualité qui permet de minimiser votre effluent. Vous pouvez également utiliser l'utérus, qui est un muscle toujours bien perfusé, pour séparer les compartiments et là aussi pour remplir le vide dont la nature a horreur et qui souvent nous provoque des problèmes à terme. L'autre problème, si je peux encore dans les quelques secondes qui me restent, c'est l'hernie périnéale, qui est quelque chose qui est vraiment embêtant pour les patients. On peut, lorsque le défaut musculaire notamment est important, mettre d'emblée un filet. Il y en a plusieurs, les biologiques étant dans les terrains infectés probablement le meilleur choix. On peut également utiliser des plasties d'avancement ou bien des plasties gracilis pour combler ces orifices qui sont souvent encore septiques. Et lorsqu'on a un défaut qui est plus modeste, évidemment, la thérapie par le vide, le vacuum, nous permet de conditionner nos plaies, souvent de les guérir et parfois d'avoir une base pour effectuer plus tard une fermeture par lambeau. Ça, c'est l'hernie périnéale. On va passer très rapidement pour conserver quelques minutes pour les questions avant d'avoir le café. Donc, c'est les techniques classiques de préparation de votre hernie. Ensuite, vous rajoutez un filet, vous comblez le défaut si vous pouvez au niveau du bassin, l'omentum ou l'utérus. Et ensuite, vous arrivez à un rétablissement. Donc, ce qu'on préconise comme technique, c'est la proctectomie. Personnellement, j'aime bien la faire par tamis. Ça nous permet d'avoir un bon contrôle et ça nous permet d'avoir, là, en quelques images, la manière dont nous procédons avec une infiltration d'abord, ensuite le Lone Star. Vous préparez votre plan intersphinctérique classiquement, comme on le sait pour les résections. Et ensuite, vous pouvez faire une bourse et commencer votre préparation avec le gel point, combiné avec un apport abdominal vous permet de gagner du temps. En conclusion, lorsque la proctite répond, c'est fantastique, c'est le chemin pour la majorité des patients, dans un certain nombre, 10 à 20%, quels que soient nos efforts de contrôle de la sepsis, drainer, céton, l'escalade médicamenteuse, les taux adéquats, ça ne va pas fonctionner. Chez ces patients-là, c'est la proctectomie qui est la solution. Si ces patients sont impliqués dans la prise de décision, ils vont probablement comprendre aussi que c'est la bonne solution pour eux et accepter ça beaucoup plus facilement. L'approche par tamis intersphinctérique est pour moi la meilleure. Vous laissez en général un défaut qu'il faut combler. Le mieux, c'est avec les tissus du patient, omentum, utérus ou autre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi avoir des filets biologiques. Et surtout, il faut anticiper les problèmes afin de pouvoir les prévenir et ensuite y répondre le mieux possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma question pour Nadia, c'est, tu as montré tous les résultats récents de la proctectomie. Le problème, c'est que comme elle est faite en bout de piste et que vraiment en dernière limite chez des malades chez qui on a tout essayé avant, forcément les résultats de cette proctectomie, ils sont très mauvais. Mais de dire que du coup ils sont très mauvais, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire, c'est un peu biaisé. Ma question, c'est est-ce que chez les malades dont on sait qu'ils sont très à risque d'arriver à la proctectomie, est-ce qu'il ne faut pas la faire plus tôt, justement ? Alors, en fait, moi, pour nous, la proctectomie, c'est vraiment la sanction, c'est la stomie définitive. Donc, pour le patient, c'est quand même une discussion qui est quand même loin d'être
autant la résection iléocécale, c'est peut-être un problème qui n'est pas majeur, autant la stomie définitive est quand même un revers dans la vie du patient. C'est vraiment une prise en charge psychologique. Donc, c'est un constat d'échec. Évidemment, les patients sont de plus en plus sévères. Évidemment, donc il ne va pas falloir la faire dans un périnée très délabré parce que les résultats sont quand même importants en termes de risque de récidive de la maladie. Mais je pense que ces patients-là doivent être pris en charge médicalement de manière optimale parce que le risque de récidive est quand même majeur. Oui. Alors, ma deuxième question, c'est à un moment, il y avait une mode de dire qu'il fallait enlever le mésorectum quand on faisait une amputation parce que peut-être ça pouvait diminuer le risque de récidive. Et je voulais avoir votre point de vue, parce que personnellement, j'y crois pas du tout. Mais Oui, alors j'ai fait une brève allusion en disant que c'est controversé. Vous avez raison. Classiquement, on pourrait dire que pour la colite ulcéreuse, on peut faire un bad TME afin d'avoir du tissu. Et pour la maladie de Crohn, avec la notion que le mésentère peut participer à l'inflammation, eh bien à ce moment-là, il faut plutôt être plus radical avec une résection de type carcinologique. C'est quelque chose qui s'effiloche un petit peu, qui est encore là, qui reste, je crois, pratiqué dans des mains, disons, bien entraînées. Vous pouvez faire une résection de type TME avec une morbidité fonctionnelle en termes de nerfs qui est minimale. Peut-être. Ouais. La question ici de M. Larrey. Alors, donc un commentaire, c'est si on fait une stomie de décharge, on laisse en place un segment qui est malade, le malade disparaît dans la nature et puis on retrouve un cancer du segment exclu des années après. Donc c'est pas parce qu'on a fait la stomie de décharge que l'histoire s'arrête. C'est souvent un pont pour que lui se décide. Ouais. Ma question concerne la proctectomie. J'ai compris, on enlève le rectum. Je suis gastro-entérologue, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Est-ce qu'on ampute, est-ce qu'on enlève l'anus ou est-ce qu'on fait une résection intersphinctérienne? Sachant que les complications qu'il y a derrière, il y a soit les complications de cette chirurgie, des histoires de sinus, etc., soit authentiquement une maladie de Crohn qui va récidiver au niveau périnéal. Et vous n'êtes pas prononcé là-dessus, sur ce qu'on fait une fois le rectum enlevé. Alors j'ai cru me prononcer en présentant les 3 alternatives classiques qui étaient d'une part l'amputation, vous enlevez tout, type cancer, l'autre le Hartmann-Bas où vous conservez en tout cas l'anus, voire l'anorectum, qui n'est pas bien pour les raisons que vous avez évoquées, et ensuite la stratégie qui je pense est la meilleure, c'est-à-dire faire une amputation avec une résection intersphinctérienne, ce qui veut dire que vous laissez vraiment quasiment les hémorroïdes externes et tout le reste est enlevé. Il y a parfois des complications à ce niveau-là. Vous minimisez tous les malades, ils ont ce qu'on appelle, nous, en staff, une sinusite, quoi. Alors, avec le temps qui passe. Tout à fait. C'est quelque chose qui peut se passer, qui peut gâcher la vie de votre patient. Nous avons l'impression que si vous faites une résection intersphinctérienne, vous minimisez ça, mais évidemment, ça peut aussi se passer. Alors, oui, moi j'avais... On va prendre une dernière question. Ma question, elle était au départ, en effet, sur les mauvais résultats de la proctectomie présentée par les gastro-entérologues. En effet, on ne faisait pas la différence. Souvent, dans les études, on a du mal à le voir, la différence entre le Hartmann-Bas, en effet, qui est la proctectomie, et l'amputation intersphinctérienne ou la proctectomie intersphinctérienne. Très honnêtement, est-ce que vous avez l'impression que les résultats... Enfin, on ne voit pas cette différence dans ces études? Sincèrement, en fait, dans la majorité des études, alors je n'ai pas de connaissances chirurgicales, mais la grande majorité des chirurgiens pratiquent la résection intersphinctérienne. Oui, bien sûr. Mais... Ouais. Même avec ça, en fait, il y a des taux de complications, mais c'est parce que la maladie est toujours et peut être active par la suite. Donc l'histoire n'est pas finie, c'est ça le message. Merci beaucoup, on est un peu en retard, donc merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ce topo que j'affectionne particulièrement sur l'appendicectomie au cours de la rectocolite hémorragique. Donc, en introduction, ce dessin qui est le premier dessin anatomique de l'appendice et qui a été fait par Léonard de Vinci. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu énigmatique derrière cette structure. Quel est le point commun chez tous ces mammifères? Eh bien, le point commun, c'est que tous ces mammifères ont un appendice. Et donc, j'espère que personne ici ne croit que l'appendice est une structure vestigiale chez l'homme qui va disparaître. C'est bel et bien une structure fonctionnelle. J'ai eu la chance de faire ce travail avec des paléontologues au Muséum d'histoire naturelle. Et on a montré vraiment qu'au cours de l'histoire évolutive des mammifères, on a gagné à plusieurs reprises, à plusieurs endroits dans l'histoire évolutive des mammifères, un appendice, et notamment, vous voyez, l'homme, il l'a acquis depuis longtemps avec son cousin, le gorille ou le chimpanzé. Donc, il y a un avantage sélectif à avoir un appendice. Malheureusement, il peut être dysfonctionnel. Est-il dysfonctionnel dans la rectocolite hémorragique? La constatation initiale, c'est le patch sécal. Nous, on n'est pas endoscopiste, donc on ne le sait pas forcément. Au cours de la rectocolite hémorragique, on peut avoir une inflammation isolée
de l'orifice appendiculaire appelé patch sécal, tandis que la muqueuse adjacente peut être saine, on le voit très bien sur la figure ici. Et donc voilà, on peut avoir cette inflammation isolée du patch sécal. Dans quelle proportion on voit ça? Ça va de 5 à 28%. Il y a une étude qui a analysé aussi de manière histologique. Est-ce que c'est simplement une constatation visuelle ou est-ce qu'en histologie, il y a une inflammation? Eh bien, dans presque 20% des cas, il y a une inflammation histologique qui correspond aux lésions de RCH au niveau de l'orifice appendiculaire. Quelles sont les conséquences du patch sécal sur l'évolution de la rectocolite hémorragique? Eh bien, il y a ce travail qui montre que la présence d'un patch sécal est de mauvais pronostic et conduirait à plus d'échecs thérapeutiques et plus de recours à la chirurgie. Bon, c'est un résultat contesté par d'autres travaux. Peut-être que ça aurait un impact négatif. Alors, est-ce que inflammation du patch sécal veut dire endoappendicite? Eh bien, a priori, oui. Il y a eu des analyses histologiques sur des pièces opératoires, des RCH actives et même des RCH inactives. Ils ont regardé l'appendice retiré chez des patients qui n'avaient pas de tableau d'appendicite. Eh bien, dans la moitié des cas, il y avait bien une inflammation de l'appendice. Et sur le plan histologique, c'est des lésions de rectocolite hémorragique qui sont identifiées dans la muqueuse appendiculaire à distance du reste de la teinte colique. Et lorsqu'il y avait cette appendicite histologique, eh bien, il y avait toujours une inflammation du patch sécal. Donc il y a une vraie corrélation entre patch sécal inflammatoire et endoappendicite. L'étude qui a éveillé le plus de soupçons, c'est celle-là, dans le New England Journal of Medicine, qu'on cite tout le temps, c'est une analyse populationnelle. Et en fait, ils ont montré que lorsqu'on a un antécédent personnel d'appendicite, eh bien, on aurait moins de risques de développer une rectocolite hémorragique au cours de sa vie. Donc, il y a, semble-t-il, un lien entre appendicite, appendicectomie et rectocolite hémorragique. Une étude que j'aime beaucoup parce qu'elle sème un peu le doute dans la compréhension du mécanisme, c'est celle-là dans Gut en 2016, qui a montré que si on a un antécédent familial au premier degré d'appendicite, eh bien, là aussi, on est protégé enfin partiellement évidemment, protection partielle de la survenue d'une rectocolite hémorragique. Donc finalement, plus que le phénomène inflammatoire de l'appendicite, ce serait plus l'impact de la génétique ou de l'environnement qui serait à risque d'amener soit vers l'appendicite, soit vers la rectocolite hémorragique. On passe maintenant au cœur du sujet, l'approche thérapeutique. Est-ce qu'il faut proposer une appendicectomie chez ces patients? Il y a 2 études initialement qui ont été réalisées, qui sont présentées ici. Donc vous voyez, sans groupe contrôle, 30 patients avec une RCH limitée au rectum. Eh bien, ils ont fait une appendicectomie et chez ces patients-là, 98% des patients avaient une amélioration des symptômes et 40% des patients n'avaient plus de symptômes à 3 mois. Donc il y a quand même un signal positif sur cette étude. Une seconde étude sur 30 patients avec des RCH réfractaires au traitement adressés aux chirurgiens pour une coloproctectomie totale. Donc on est vraiment en bout de course de l'approche médicamenteuse. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans l'étude. Et sur ces patients-là, eh bien, 53% de réponse clinique à 3 mois, 46% de réponse histologique. Et quelque chose d'intéressant dont on entendra peut-être parler à l'avenir, lorsqu'il y avait une inflammation appendiculaire, une inflammation du patch sécal, eh bien 85% de réponse histologique. Alors, est-ce que la présence d'un patch sécal inflammatoire serait un facteur prédictif d'efficacité de l'appendicectomie? Vous voyez, ça c'est des études, donc 30 patients sans groupe contrôle. On a ici publié en 2024 dans le BJS le suivi à 8 ans de l'étude publiée dans JCC initialement. Et donc on l'a vu, un 40% d'échecs primaires, 28% d'échecs secondaires. Et il y a un patient sur 3 qui, après un suivi médian de 8 ans, est en réponse durable suite à l'appendicectomie. Donc ça devient assez difficile de fermer les yeux sur une influence éventuelle de l'appendicectomie sur l'histoire évolutive de la rectocolite hémorragique. Suite à ces travaux, il y a 2 grandes études qui ont été lancées et les publications sont toutes récentes. C'est d'ailleurs même des publications partielles, on n'a pas tous les résultats. Et donc ce que j'ai pu collecter à droite à gauche, je vous le présente ici. La première, c'est l'étude COSTA, c'est une étude de cohorte prospective multicentrique. La population est importante, c'est la RCH modérée à sévère active, réfractaire au traitement avancé, pour lequel la prochaine étape thérapeutique envisagée, c'est les inhibiteurs de JAK ou bien une coloproctectomie totale. Et ils ont dans cette étude laissé le choix aux patients. Est-ce que vous souhaitez une appendicectomie avec un résultat incertain ou bien est-ce que vous rentrez dans le groupe contrôle
avec donc les traitements médicamenteux ou la coloproctectomie totale. Le critère de jugement principal, c'était la rémission à 12 mois sans échec thérapeutique. Alors attention quand on compare les deux groupes dans cette étude, parce que vu que le patient choisissait, ils ne sont pas exactement comparables. Par exemple, ils ont montré que quand il y a un antécédent de Mickey dans la famille, on choisit plus l'appendicectomie. Donc les deux groupes ne sont pas parfaitement comparables en raison du design de l'étude. On voit qu'il y a quand même plus de patients qui ont choisi l'appendicectomie aux inhibiteurs de JAK et que 33% des patients à 1 an sont en rémission clinique sans échec après appendicectomie. C'est 12% avec les inhibiteurs de JAK. Donc là aussi, un effet très fort dans les limites du design de l'étude. Ça ouvre quand même des considérations sur la place de l'appendicectomie dans la rectocolite hémorragique. L'étude la plus forte, et on a beaucoup de chance d'avoir cette étude aujourd'hui, présentée à l'ESCP, la publication n'est pas encore faite, donc c'est des diapos récupérés du congrès grâce à Jérémy Lefebvre, que je remercie. Et ici, c'est donc des résultats qu'on espère valider sur la publication à terme. Essais randomisés contrôlés, stratifiés sur l'extension de la maladie, en 2 bras. Et la population, elle est différente de la précédente étude. C'est des patients atteints d'une rectocolite hémorragique qui ont été mis en rémission clinique et endoscopique après une poussée dans les 12 mois précédents. Donc ce n'est pas des formes réfractaires, c'est des formes qui ont répondu au traitement. Est-ce que d'ajouter une appendicectomie va permettre de diminuer le risque de récidive? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais l'appendicectomie est toujours faite avec agrafage du bas-fond sécal pour être certain de retirer toute la muqueuse inflammatoire et avec cette notion aussi de patch sécal, de retirer toutes les lésions. Plus traitement adjuvant ou un groupe contrôle, traitement adjuvant seul. Le critère de jugement principal, c'était le taux de rechute à 1 an, clinique ou endoscopique. Les caractéristiques des patients, vous voyez presque 100 patients par groupe dans cet essai randomisé, des groupes comparables. Et le résultat sur le critère de jugement principal est très en faveur de l'appendicectomie, puisque la récidive à 1 an était de 36% dans le groupe appendicectomie versus 56% dans le groupe contrôle. Donc pour un patient sur 5 à qui on va faire l'appendicectomie, on pourrait diminuer le risque de récidive clinique ou endoscopique à 1 an. La morbidité de l'appendicectomie, elle était très faible, appendicectomie sans appendicite. Bon, il y a une hernie interne, le mécanisme n'est pas très clair de la hernie interne après appendicectomie et un hématome intra-abdominal. Et il y avait même un score de qualité de vie, alors la différence n'est pas très pertinente, mais il y avait une différence de qualité de vie significative à 1 an. Donc cette étude, elle va probablement faire beaucoup de bruit et on va de plus en plus se poser la question, à savoir, faut-il proposer une appendicectomie? Et il faut savoir aussi que les patients vont en entendre parler et vont arriver à la consultation en disant « je voudrais qu'on me retire mon appendice ». Le mécanisme, il est évidemment pas complètement élucidé, mais je reviens sur la fonction de l'appendice. Comme vous l'avez vu, elle a été positivement sélectionnée. Chez nous, eh bien, ça serait soit une fonction de sanctuaire bactérien, une réserve de bactéries, et dans la RCH, eh bien, il y aurait une dysbiose, et cette dysbiose dans l'appendice entretiendrait la dysbiose colique, et donc le fait de retirer l'appendice aurait un effet favorable par ce mécanisme. L'autre hypothèse, c'est la fonction immune de l'appendice, et donc il y aurait cette dysbiose dans l'appendice qui induirait un état pro-inflammatoire, et d'ailleurs on le voit en histologie, beaucoup de ces patients-là ont des endoappendicytes, et cet état pro-inflammatoire activerait des lymphocytes, notamment T et B, dirigés sur la muqueuse colique avec les alpha-K bêta-7 intégrines, et donc il y aurait une dissémination colique de lymphocytes dérégulés et pro-inflammatoires. C'est 2 hypothèses. Le problème, eh bien, c'est celui-là, il a été soulevé pour la première fois par l'équipe de Beaujon en 2016, et en fait, il a initialement été découvert chez la souris, sur un modèle murin de RCH. Ils ont voulu essayer de comprendre le mécanisme par lequel on pouvait protéger de l'inflammation colique, et là, une mauvaise surprise, apparition de lésions cancéreuses et de dysplasie dans les souris chez qui ils ont effectué une appendicectomie, et donc ils sont allés regarder sur des cohortes de 2 CHU de façon rétrospective, et ils ont montré que les patients avec une rectocolite hémorragique avaient un surrisque de développer un cancer colorectal avec un odds ratio à 16, donc c'est un effet très fort qui a été montré sur cette analyse rétrospective. Ce n'est pas la seule étude qui a montré ça. Vous avez ici une méta-analyse qui reprend plusieurs travaux et qui a montré qu'il y avait bel et bien un surrisque de cancer colorectal et ou de dysplasie de haut grade lorsqu'on fait une appendicectomie dans la rectocolite hémorragique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argument qui est parfois avancé, c'est oui, mais on garde plus de côlon, donc forcément il y aura un peu plus de cancer. C'est probablement pas certain,
Parce que vous voyez, la durée moyenne de la colite, il y a une différence de 21 mois. Il est peu probable que moins de 2 ans d'évolution de la RCH puisse expliquer un surrisque significatif de cancer colorectal. Et il y a même une deuxième étude publiée dans IBD en 2024, donc toute récente, sur un registre danois national. Ils ont pris les patients atteints d'une RCH, appendicectomie, pas d'appendicectomie, appariement sur l'âge, le sexe, la durée d'évolution de la RCH pour contrôler le biais dont je viens de vous parler, et sur l'extension de la RCH, eh bien, il y avait 2 fois plus de risque de développer un cancer colorectal à 20 ans. Donc l'effet est quand même détecté à plusieurs reprises, et c'est quand même compliqué de fermer les yeux sur ce surrisque lorsqu'on fait une appendicectomie. Pour clôturer, pourquoi? C'est un résultat qui est quand même très surprenant. On fait un traitement qui diminue l'inflammation colique, et pourtant on a plus de cancer induit sur une inflammation colique. C'est pas très logique. C'était mon sujet de thèse de science encadré par M. Panis. Et donc ce qu'on a montré, en tout cas on a élaboré un mécanisme identifié chez les souris, c'est que l'appendice serait bien un endroit où les lymphocytes T sont éduqués, primés. Et donc certes, le fait de retirer l'appendice, on retirerait certains lymphocytes pro-inflammatoires, mais que ces lymphocytes, ils ont aussi une fonction d'immunosurveillance. On le sait tous avec l'immunothérapie, on voit les miracles que ça fait. Et donc de perdre ces lymphocytes T qui circulent dans le côlon, eh bien ça pourrait être l'explication du surrisque de cancer colorectal, bien qu'on diminue l'activité pro-inflammatoire. Voilà, donc en résumé, ce qui est presque certain, c'est un effet favorable de l'appendicectomie sur l'inflammation colorectale dans la RCH. Les questions, est-ce qu'il faut le faire sur les formes réfractaires, sur les formes ayant répondu au traitement? En tout cas, les 2 études montrent que ça semble fonctionner dans les 2 cas. Faut-il sélectionner sur l'inflammation du patch sécal? Par contre, ce qu'on sait aussi de manière presque certaine, c'est la majoration du risque de cancer colorectal. Est-ce que c'est un frein à cette proposition de l'appendicectomie? Est-ce qu'il faut simplement intensifier le suivi endoscopique? Et là encore, on retombe sur ce choix du patient, s'il est au courant, qu'il est d'accord pour le suivi endoscopique, est-ce qu'il faut le faire? Et voilà, ce qu'on attend avec impatience, c'est la position des futures recommandations qui vont être mises à jour. Il faut en tout cas ne pas fermer les yeux sur le risque de cancer colorectal. Les publications qui montrent les effets favorables à 1 an disent toutes on n'a pas vu de cancer, on a contrôlé ce risque. C'est des faibles effectifs pour le risque de cancer, c'est un suivi à 1 an. Donc les études ne sont pas designées pour évaluer le risque de cancer colorectal. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Maxime. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, au fond. Merci Maxime pour ce très très beau topo. On est assez impressionné par les données là, que tu as présentées de Accure. Une remarque, et je parle sous contrôle là, de nos amis gastro-entérologues, 50% de récidive chez un patient qui est en rémission après traitement médical, c'est pas un peu beaucoup quand même dans le bras contrôle? C'est peut-être assez surprenant. Peut-être que... Avec les nouveaux médicaments avec lesquels on s'amuse beaucoup, souvent on a un delta de 10%. Donc un essai avec 20% de différence, c'est incroyable. C'est tout. Mais juste un commentaire, Maxime. Est-ce que tout ce que tu as conclu sur le cancer colorectal, quand on sait que la rectocolite a d'autres facteurs de risque de cancer colorectal possibles, est-ce que finalement ça ne ferme pas la porte là? Et que finalement il ne faut pas faire un moratoire avant d'avoir la preuve de l'inverse? Parce qu'on parle beaucoup de décisions médicales partagées. Moi, je vais dire aux patients, on peut vous faire une appendicectomie, mais ça augmente le risque de cancer. Est-ce que vous la voulez? On sera obligé de dire ça. Donc, est-ce que tu ne penses pas que ces parts de marché vont s'écrouler là? Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir du conflit sur ce sujet-là. J'ai bien peur que l'histoire est-ce que l'histoire est déjà écrite sur le fait qu'on va faire des appendicectomies? Et en tout cas, les résultats des études rétrospectives là-dessus sont inquiétantes sur le risque de cancer colorectal. C'est une grande cause de mortalité pour ces patients-là. Donc c'est vrai que personnellement, je suis plutôt en défaveur de l'appendicectomie. Il y a une question. Oui. Du coup, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Et j'avais une question sur l'appendicectomie et le cancer encore. Je suppose qu'on a déjà regardé dans les populations générales, non RCH, mais comment on explique ça, hormis l'addition des facteurs de risque, vu le nombre d'appendicectomisés et ces histoires de lymphocytes T, qui n'est peut-être pas aussi une majoration de risque de cancer chez le sujet sain? Merci pour cette question. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait essayé d'évaluer avec Léon Madjuri.
on avait regardé l'infiltration des lymphocytes T, etc., des tumeurs dans le cancer colorectal sporadique, et il n'y avait pas de différence. Et d'ailleurs, il y a des grosses études populationnelles sur le surrisque de cancer colorectal après appendicectomie, et il n'y a aucun signal en population générale. Alors pourquoi ça reste sur... Après, c'est toujours les explications du mécanisme, c'est très compliqué, et ça part toujours un peu dans tous les sens, mais on a les données aujourd'hui pour dire que l'appendicectomie dans la population générale n'est pas un surrisque de cancer. Il y a peut-être une piste, mais là, c'est discutable, c'est que quand on fait une appendicectomie pour une appendicite, il y a déjà eu un priming des lymphocytes qui pourrait être circulant et l'immunosurveillance est acquise. Vous voyez que le facteur protecteur de la rectocolite hémorragique dans le New England, c'est l'antécédent d'appendicite puis appendicectomie. L'appendicectomie sans appendicite n'est pas protecteur. Donc c'est peut-être le fait de faire une appendicectomie après appendicite qui n'augmenterait pas le risque de cancer colorectal. Merci, on va en rester là. Merci Maxime. Et Quentin veut dire quelque chose.